Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% football américain, NFL des équipes de The Free Agents. Et on est en pleine off-season, il se passe absolument rien actuellement. On attend avec impatience le retour des camps d'entraînement. Ça ne devrait pas tarder, ça va arriver certainement fin de semaine, début de semaine prochaine. Et donc, pour vous faire patienter, on a décidé de faire un épisode un petit peu spécial, un épisode, j'ai nommé « Tu préfères ». Alors, pour ça, j'avais besoin d'un peu d'expertise, même beaucoup d'expertise. Donc, j'ai le titulaire de la saison, Rookie of the Year, invaincu, indisputé. J'ai nommé Seb. Salut Seb, ça va ? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce épisode spécial, épisode impro, épisode tu préfères. De ta part, oserais-je le dire, je m'attends à tout. Oui. Peut-être même au pire. On va voir. Et comme le disait FFF, je suis capable du meilleur comme du pire, mais pour le pire, je suis le meilleur. Voilà. Et pour avoir un peu d'expertise malgré tout, un peu moins que toi, j'ai Jean. Salut Jean, comment ça va ? Vous avez l'habitude de l'entendre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore une fois, honoré d'être dans ce podcast. Je reste le représentant de ce grand public qui nous écoute. Donc, je vais défendre fièrement ma place. Et il est de retour avec sa non-expertise. C'est Arthur. Salut mon chaton. Content de te retrouver, mon petit Arthur. On va pouvoir te chambrer. Salut Yaya, merci pour cet accueil. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour après 3 mois, toujours sans aucune expertise. Merci beaucoup. Allez, donc avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle que pour nous suivre, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, également YouTube, Twitch. Il y a des émissions régulièrement là-dessus, notamment un lundi sur 2 avec l'équipe de N1. Donc on fera des lives, notamment avec les JO qui arrivent. Il y aura du contenu là-dessus. Également, venez nous suivre sur le Discord communautaire. Vous avez les liens sur tous nos réseaux sociaux. Comme ça, venez discuter avec nous. Vous pouvez même chambrer Arthur si vous voulez. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et ensuite, vous avez également, pour nous suivre, les applis de podcast. Donc les applis de podcast, n'hésitez pas à nous suivre, à mettre des pouces, des likés, des 5 étoiles. Allez-y. On fonce, n'hésitez pas. Et enfin, l'appli où il y a des articles. Jean et Arthur, ici présents, écrivent des articles. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre. Et enfin, n'oubliez pas d'aller télécharger l'appli. Oui, je vous l'ai dit déjà. Allez, on est parti tout de suite. J'ai hâte. On va voir tout de suite votre expertise à tous les trois, messieurs. Dans les tu préfères, messieurs, le premier, et c'est le plus facile, vous êtes plutôt AFC ou NFC ? Ça commence bien, dis donc, comme moi je trouve, comme question AFC ou NFC. À titre personnel, aucune préférence. Moi, j'aime la NFL. J'aurais tendance à trouver ces dernières années l'AFC plus serré et plus compétitif que la NFC. On retrouve un petit peu du côté NFC dans le top 2, top 3, les mêmes clubs qui reviennent depuis quelques années, je pense notamment San Francisco et Philadelphie. Et ça a peut-être changé après la contre-performance de Philadelphie de la saison dernière où ils ont été en dessous des attentes qui étaient placées en eux. Du côté de l'AFC, moi je trouve que chaque année il y a suffisamment de... Alors même si on a des Chiefs qui sont néanmoins la figure tutélaire depuis maintenant quelques années de cette conférence, je trouve que derrière il y a quand même un petit peu plus de mouvement. Il y a des déceptions aussi, il y a des équipes dont on attend une éclosion et qui n'arrivent toujours pas. J'aurais tendance à dire, sans parler de préférence, que l'AFC me semble plus passionnante à suivre que la NFC. Ok, Arthur, à toi. Du coup, je vais aller aussi du côté de l'AFC. C'est original ça, Arthur, bravo.
Merci Seb. Non, mais Seb l'a dit, le niveau de jeu, il est supérieur en AFC ces dernières années. On va dire que les places en play-off et surtout en wildcard se font plus chères, même quand tu as un bilan positif. Alors que quand tu es en NFC, c'est entre guillemets un peu plus facile, même si tu n'as pas le meilleur bilan. Après, j'ai aussi une préférence pour une équipe de l'AFC, mais ça, on n'en parlera pas. Oui. Non, mais vas-y. Non, mais ça peut être une raison tout à fait valable. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. Et après, je dois vous avouer aussi que j'ai quand même plus de préférence à regarder des matchs de play-off de l'AFC. Je trouve que dernièrement, c'était quand même assez bien, même cette année et tout. Enfin, du coup, je vais plus partir pour l'AFC, même si la NFC, évidemment, je respecte beaucoup. Ok. Jean? Sans surprise, l'AFC aussi, parce qu'il y a les doubles champions en titre, aka mon équipe. Mais non, mais surtout aussi parce qu'en fait, il y a, comment dire, sur les 4 champions de division, ils sont tous à 10 ou 11 victoires sur la saison dernière, par exemple. Tandis que de l'autre côté, il y a les Bucks à 9 victoires et après, tous les autres ont 12 victoires. Et il y a un gros écart entre le premier et le deuxième. Ça veut bien dire que dans chaque division, peut-être que cette saison, ça sera différent parce qu'il y a eu il y a eu des, je pense notamment aux Bears qui vont jouer les troubles fêtes, mais et aux Commanders aussi, à mon avis. En déplaise aux fans des Giants. Mais non, mais je pense que voilà, c'est beaucoup plus serré. Cette année, par exemple, dans la division, là, avec les Bills et les Dolphins, le premier, ça sera peut-être les Dolphins. Depuis quelques années, ça se battait beaucoup avec les Bills. Cette année, ils vont peut-être repasser devant. Les Chiefs devraient rester premiers. Je pense que c'est la division des Chiefs, c'est la seule division où, enfin, du moins, c'est celle où il y a le moins de concurrence, on va dire. Parce que les Raiders ont du mal, parce que les Broncos sont en train de se restructurer, parce que les Chargers sont aussi en train de se restructurer, même si je me souviens que sur les dernières années, les matchs entre Mahomes et Justin Herbert étaient souvent assez spectaculaires et me donnaient souvent quelques sueurs froides. Donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons-là, l'AFC est au-dessus de la NFC, même il y a peut-être qu'au Pro Bowl où ça rivalise, et encore comme le Pro Bowl c'est du divertissement, on ne peut pas vraiment comparer, mais ouais, je pense que sans aucun doute, l'AFC reste au-dessus. Ok. Juste pour revenir à ce que tu viens de dire, Jean, excuse-moi, je vais faire l'avocat du diable. Vous savez que j'aime ça. Je t'en prie. AFC South? Ouais, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Ah, voilà. Donc, non, mais si tu veux, c'est dans le sens où en termes de compétitivité, il y a toujours aussi, en fait, dans les deux conférences, les divisions du Sud sont un petit peu en retrait, mais après, moi, je trouve ouais, c'est dans les deux, ouais. Ok. Moi, pour ma part, moi, je suis plus NFC. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec le football des années 90 et c'était l'inverse. Et c'était tout le temps la NFC qui dominait. Et ce qui a changé, en fait, c'est avec l'arrivée des Patriots qui ont dominé pendant 2 décennies et qui ont changé tout ça. Mais pendant des années, moi j'ai regardé le foot pendant des années où avant même le début de la saison, on savait que c'était une équipe NFC. Il a fallu, je ne sais même plus qui c'était, mais ça donne beaucoup de... Il y a tellement longtemps que je me souviens même plus. J'ai plus les chiffres en tête, mais oui, jusqu'à la fin des années 90, le bilan de Super Bowl remporté était très, 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 très largement en faveur de la NFC, à tel point que chez les bookmakers ou les journalistes sportifs, à cette époque-là, il y en avait très, très peu qui donnaient une équipe de l'AFC favorite quand arrivait le soir du Super Bowl. S'il y avait un historique qui était tellement lourd de ce côté-là, il faudrait vraiment que je retrouve les chiffres. Là, je ne les ai pas en tête, mais c'était le déséquilibre était particulièrement flagrant. Et même avec les réalignements de poules qu'il y a pu y avoir sur 30 années d'existence, ça restait compliqué pour l'AFC. Et alors, en effet, très bon point de ta part, Yannick. Je pense que c'est les Patriots qui ont tiré l'AFC vers le haut. Déjà, eux, avec leur nombre de victoires, parce qu'il y a une époque, c'était quand même un titre tous les 2 ans, cette bestiole-là.
Oui. Puis, ça a aussi, du coup, rehaussé la compétition au sein même de la conférence. Donc, au bout du compte, même si quand on est fan de foot et pas fan des Patriots, c'est frustrant pendant 20 ans de voir le même club remporter un titre quasiment tous les 2 ans, et ben, quand tu prends, comme tu l'as fait, 1 ou 2 pas de recul, tu dis, ouais, mais pour le football, ça n'a pas été mauvais. Oui, et puis il y a juste une chose, c'est que à cette époque, il y avait eux qui sortaient quasiment tous les ans, et hormis les Steelers, c'était tout. Et là, en ce moment, à part les Chiefs qui sortent quasiment tous les ans, il y a eu un intermède avec les Bengals d'Arthur, mais sinon, depuis que Patrick Mahomes est à la tête et derrière le centre, c'est toujours les Chiefs, quoi. C'est sûr que les franchises historiques, les Packers, les Niners, etc., c'est de l'autre côté. C'est sûr que c'est pas Ouais. dans la FC, quoi. Avec les Cowboys aussi. Donc, c'est sûr après, du coup, il y a quelques grandes dynasties aussi en AFC. Les Steelers, les Raiders, et les Patriots et les Chiefs. Les Raiders, en nombre de titres gagnés, c'est pas ça. Les Raiders, c'est 3. C'est une question d'image. Mais c'est très bien. Hein. Je veux dire, moi, j'adorais. Je me faisais, parce que je pense que comme tout le monde en ce moment, je regarde Receiver sur Netflix. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois ce pauvre Davante Adams qui souffre aux Raiders, moi, je me faisais à nouveau cette réflexion. Mais ça serait quand même chouette de revoir un club des Raiders qui gagne à nouveau, parce que ils ont une telle image, le Silver and Black, qui est tellement intimidante et tellement importante. Mince, il n'y a pas le bilan qui va avec. Et qui est une icône populaire en plus. Oui, c'est une véritable icône populaire, le gangsta rap à la fin des années 80-90 qui s'empare de cette image, parce que ça vient de la côte ouest, et que voilà, la côte ouest, c'est les Raiders, quoi. C'est Auckland. Ils viennent de la côte ouest, ils viennent d'Auckland. Donc Auckland, c'est les aisselles de San Francisco. Hein. C'est à l'origine, c'est la banlieue ouvrière de San Francisco. C'est à 50 km. Il y a un pont à traverser pour aller à Auckland depuis San Francisco. Donc c'est pas pour rien que ces musiciens-là s'emparent des couleurs de ce club-là pour se donner une image. Et puis, il y a eu l'intermède aussi, Los Angeles, de la part des Raiders, qui étaient d'abord à Auckland, ensuite ils sont allés à Los Angeles, ils sont repartis à Auckland. Ça reste la Californie. Ça reste la Californie. Je pense que ce serait difficile de faire ça maintenant avec l'image d'une ville comme Las Vegas. Ouais, totalement. Ok, on a fait le tour de notre premier tu préfères. On va passer sur un deuxième. Les gars, on va commencer par toi, Arthur. On va changer. Plutôt attaque ou plutôt défense ? Quel côté du ballon ? Défense. Défense, parce que c'est la défense qui fait gagner des championnats. Et je pense vraiment, il me faudrait l'avis d'un joueur, mais je pense vraiment que c'est plus difficile de jouer défense qu'attaque, surtout au niveau des DB. Pourquoi tu ris ? Non, mais c'est pas moi qui ris en plus. Hein. Non, mais je sais, mais je parle à Seb. Parce que, alors, non, je ne me moque pas de toi, Arthur. Il y a Yaya et Jean qui font les clowns. Donc voilà, moi, ça me fait rire parce que je suis bon public et que je suis un peu bébête comme garçon. Voilà pourquoi. Jean, toi, même question. Moi plutôt attaque, même si c'est effectivement la défense qui fait gagner des titres, et je l'ai dit dans un épisode précédent. Quand je regarde du football américain, je veux voir du spectacle, et l'attaque, je trouve que c'est plus spectaculaire que la défense. Pourquoi ? Parce que une réception à une main, un petit geste de lanceur de baseball comme Patrick Mahomes, un stiff arm d'Eric Henry, ça me fait plus kiffer qu'un sac de Chris Jones ou un fumble déclenché par un linebacker, ou même une interception, même un pick six. Donc moi je trouve et d'autant plus, alors c'est un débat parallèle, mais est-ce que les retours sur les kick-offs sont considérés comme de l'attaque ou comme de l'équipe spéciale? Mais en tout cas, avec le nouveau kick-off, je pense qu'on va avoir encore plus de retours. Et si jamais c'est considéré comme de l'attaque, dans ce cas-là, ça me donne un argument de plus pour préférer l'attaque. Ok, très bien. Seb ? Toi, l'ancien receveur ?
Moi, messieurs, j'aime le football et je ne choisis pas. Parce que ça reste du foot. Et moi, qu'il s'agisse d'une bombe de 60 yards pour un touchdown, d'une grosse course en plein milieu d'une ligne pour 4 yards, qu'il s'agisse d'un sac très violent, qu'il s'agisse d'un pick six, ou juste d'une couverture absolument parfaite qui oblige le QB à balancer la balle dans les gradins parce qu'il ne peut pas faire autrement, moi, j'adore tout ça. Je mets un bémol sur les field goals qui sont, je dois le reconnaître, les phases de jeu qui ne sont pas forcément les plus palpitantes, hein, je suis d'accord, mais moi j'aime le foot et attaque comme défense, je comprends pas. Moi, j'ai connu des personnes qui me disaient, moi quand mon équipe préférée joue en défense, je suis aux toilettes ou je me resserre à boire. Non les gars, c'est du foot quoi, profitez. Ce sport est tellement génial dans tous les secteurs du jeu, j'aime tout. Et tu vois, tu me disais Yannick, toi qui es un ancien joueur, moi j'ai toujours dit ça, quelqu'un qui veut découvrir le foot, qui n'a jamais joué, il faut qu'il joue sur les équipes spéciales, parce que là, il va tout faire. Il va courir, il va plaquer, il va bloquer, peut-être même réceptionner une balle s'il est au bon endroit. Donc moi j'aime tout, je prends tout. Mais le but d'un tu préfères, c'est de choisir. Ouais, il faut faire des choix. Eh bien, je choisis. Ça fait 2 fois que tu m'en faire. Non, désolé, si vous ne parviendrez pas à me faire dire ce que je ne veux pas dire. Moi, j'aime le foot et je n'ai pas de préférence particulière pour l'attaque ou la défense. Tu as le droit d'aimer les deux, mais en préférer un. C'est un tu préfères, pas tu aimes et tu n'aimes pas. Non, mais j'intère. Moi, je qu'il pourrait expliquer les règles de ce jeu, je crois, parce que tout le monde ne semble pas avoir très bien compris. Vous savez quoi, vu qu'on se connaît depuis tellement longtemps avec Seb, il a droit à son joker, vous en aurez c'est du favoritisme. C'est du favoritisme. Non, les gars, j'ai droit à un joker parce que j'ai couché. Hein. Je crie au scandale. Moi, je suis un peu. C'est vrai que quand j'ai préparé l'émission, parce que malgré tout, j'ai préparé, on dirait pas comme ça. Moi, j'ai toujours regardé l'attaque parce que c'est toujours les trucs les plus spectaculaires. Mais en ayant vu des matchs, à force de voir des matchs, moi, les actions défensives sont tellement spectaculaires. Et on va venir, on va en reparler pendant le show. Mais ouais, c'est des fois, ce qui me fait lever, c'est vraiment des fois une grosse action défensive me fait plus souvent lever de mon canapé. Un gros hit où j'avais pas prévu me surprend beaucoup plus qu'une attaque où des fois, même si c'est magnifique, ben je suis moins surpris, j'ai moins l'élément de surprise et voilà, donc c'est pour ça que je pencherai plus vers la défense, voilà. Tu vois, je te prends là-dessus parce que au début on est plus intéressé par l'attaque, mais à force, au fur et à mesure, la défense elle nous fait de plus en plus vibrer. Et par exemple, j'ai un souvenir du Super Bowl où quand tu as Von Bell qui intercepte le ballon, je suis debout, je peux pas crier parce qu'il y avait mes parents qui dormaient, mais ça c'est autre chose. Ah bah moi j'étais pareil au dernier Super Bowl quand je crois que c'est là Darius Sneed, je suis pas sûr, qui met sa grosse main devant la end zone pour que ça sorte. J'étais bien heureux aussi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gros plaquages, en fait, on s'y attend pas, et c'est parce qu'ils nous prennent qu'ils nous font kiffer. Mais il y a des fois où il y a la balle qui va être lancée, et alors ça a été Justin Jefferson, ça a été OBJ, il y en a d'autres qui le font. Il y a des fois où il y a la balle qui est lancée, on se dit mais il va jamais la récupérer. Il y a 2 corners sur le receveur et à une main, en faisant presque un salto, limite, en hyper extension, il va se retrouver à la catcher. Et moi personnellement, en fait, c'est moins inattendu, mais je trouve ça plus spectaculaire dans le sens où c'est plus dur à réaliser. Ok. Bon, ben ça marche. On est toujours un petit peu dans le même thème. Vous l'avez abordé rapidement. Les gars, vous êtes plus sac ou pique? Sac parce que moi j'aime trop les blitz. Moi, franchement, quand je vais à Méden, je fais que des blitz quasiment. Le bourrin de base, quoi. franchement, première, deuxième, que ce soit 10 yards, 1 yard, gros blitz. Et après,
les interceptions, c'est bien, mais même quand je vais voir les Musketeers à Jean-Bouin, je préfère voir un sac. Et je pense que j'ai l'impression que le stade aussi préfère voir un sac. Alors après, il y a eu moins d'interceptions que de sacs, mais en tout cas, ouais, moi je trouve que c'est un truc qui. En fait, il y a moins d'interceptions pour une raison très simple, c'est que tous les quarterbacks de l'ELF ont peur de Maceo. C'est vrai aussi, et de Amir Kelani. Mais non, mais au-delà des Musketeers, je trouve que un sac, ça me fait. Après, ça, c'est purement le côté brut. Je rentre dans le tas et j'emporte tout. Et le truc qui, même s'il y a 100 000 personnes dans le stade, t'entends le choc, quoi. Ouais, puis même, je trouve que ça envoie un plus gros, mais ça envoie un gros message. Et c'est pas une histoire de le QB s'est raté, le tracé il a été mal fait. Non, c'est le D-line, il a gagné son duel contre le O-line, il lui a marché dessus et il a mangé du quarterback. Et ça reste comme mon avis. Ok. Seb? Alors, je dirais aussi le sac pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a plusieurs façons de l'obtenir. Tu as les duels one-on-one qui peuvent. Tu as des choses qui peuvent se faire dans la subtilité, dans l'évitement. Tu peux faire vraiment one-on-one, ce qu'on appelle un bull rush, c'est-à-dire un défenseur qui va droit devant, qui écrase effectivement son lineman pour atteindre le quarterback. Tu peux lancer un blitz, de tes défenseurs, et ça, c'est toujours inattendu. Et quand ça paye, c'est toujours très spectaculaire. Et puis, il y a aussi le fait que le sac, c'est une action qui, pendant plusieurs décennies, a été dévaluée à tel point que, le saviez-tu, je parle surtout pour nos jeunes, sachez que jusque dans les années 80, les sacs, on ne les décomptait pas. Ils n'entraient pas dans les statistiques. Et il y a un joueur qui a changé ça. Yannick, tu le connais, tu sais qui c'est. C'est Lawrence Taylor. Le linebacker des Giants, qui était une telle machine à sac que c'est à cause de lui, dans les années 80, que la NFL a commencé à les comptabiliser et à en faire une statistique. Et rien que ça, de savoir qu'une action qui nous semble, alors je ne vais pas dire banale, parce que ça reste tout de même une action d'exception, le sac, mais quelque chose qui est rentré dans les mœurs, on va dire, du football, ne l'a pas toujours été. Oui, comme souvent, il y a dans plein de sports, il y a l'évolution du jeu qui fait que ça arrive. Ok. Toi, mon petit Arthur? Moi, je vais de l'autre côté, je vais dire interception, même si j'adore les sacs, parce que quand on regarde à la télé et que le quarterback lance le ballon, on n'a généralement pas vu sur ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, c'est coupé. Et du coup, quand tu vois l'interception, enfin, tu t'y attends pas forcément. Et moi, ça me fait un peu plus vibrer une interception, même si forcément les sacs, les trucs de gros bourrins et tout, j'adore quand même. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Est-ce que ça a à voir aussi avec le fait que tu es un physique de holder? Aussi. Ouais. Ok. Non, mais ça s'entend. Et il y a une chose que vous n'avez pas évoquée. Excuse-moi, Seb. Excuse-moi, je voulais rebondir sur Arthur. C'est que Arthur, ce qu'il dit, je trouve que c'est intéressant sur les interceptions quand tu regardes le foot à la télévision. C'est vrai que tu ne le vois, un sac, tu peux le voir arriver quand tu le regardes à la télé. Une interception, c'est vrai que c'est soudain. Et ce qu'il y a toujours d'intéressant, c'est lorsque tu as par la suite un ralenti et un plan large, et où tu vois justement l'évolution de la défense et comment elle se met en place et comment l'interception est parfois provoquée. Et c'est vrai que ça, c'est un point qu'on évoque assez peu, la façon justement dont on perçoit ces actions, mais à travers le spectacle télévisuel, à travers la vision télévisuelle. Et je comprends la préférence d'Arthur pour ça, de dire que ouais, t'as un ballon qui part et puis paf, mince, il arrive pas sur le bon maillot. Je comprends. Ok. Moi, il y a un truc que vous n'avez pas évoqué dans le pic, c'est la possibilité de retourner pour aller au touchdown, le pick six, le fameux pick six. Ah, mais il y en a tellement peu, je trouve que. Mais justement, c'est parce qu'il y en a tellement peu que c'est et vu que c'est rare que c'est magnifique, quoi. Et demande aux Jets au hasard, eux ils en ont vu suffisamment la saison passée. Ouais, c'est une exception. Alors
Alors, est-ce que tu veux vraiment que je parle tout de suite des Jets? Parce que j'ai une question. On va y passer. Mais vas-y, dis-nous. Dis-nous sur les Jets. Butt fumble ou butt punt des Dolphins? Alors, à titre personnel, et parce que j'ai vu jouer Mark Sanchez en live, le butt fumble gardera toujours une place dans mon petit cœur. J'étais pas là le jour du butt fumble, par contre, hein, j'ai pas apprécié à ça. Autant j'ai vu les Jets battre les Patriots c'était MetLife, non, c'était pas encore MetLife. Non, c'était MetLife, c'était la saison d'inauguration, je crois bien. D'accord. Non, autant pour moi, c'est la dernière saison du Giant Stadium. MetLife était construit, mais pas encore actif. Voilà, donc autant j'ai vu ça, mais je n'ai pas vu le butt fumble, ce qui restera un des grands regrets de mon existence de ne pas l'avoir vu en live dans le stade. Ouais. Vous, les gars, vous connaissez cette action mythique? Je viens de me renseigner parce que je regardais pas le foot à l'époque, donc je viens de me renseigner. Ouais. Mais apparemment, il s'est mangé bien. Il s'est bien mangé les fesses de son coéquipier, apparemment. Vous allez dans YouTube après le show, là, vous tapez Fumble, vous allez voir, vous allez le trouver. 10 secondes de bonheur. Voilà. Je peux pas vous le dire autrement. J'ai pas vu la vidéo, mais je suis en train de voir juste des images arrêtées. C'est beau, hein. C'est beau. Les photos prises à ce moment-là aussi sont magnifiques. N'hésitez pas. Elles sont très très belles. Et honnêtement, ça se passerait maintenant et ça tournerait en boucle en même, quoi. C'est sûr. Ok. Toi, Arthur? Alors moi, j'ai pas non plus vu le butt fumble. J'ai juste les images arrêtées. Et c'est beau. C'est très très beau. Franchement, c'est. Dis pas le contraire. On peut décrocher la Joconde du Louvre et mettre ça à la place parce que franchement, c'est magnifique. Et tu sais, je vais même vous donner un conseil. Vous vous en imprimez un petit exemplaire, vous le mettez dans votre portefeuille. Quand vous avez un coup au moral, vous le regardez. Et ben ça va tout de suite. Franchement, c'est le summum de la loose, ce truc. Oh putain. Mais tu sais que c'est dingue. Le butt punt est pas mal non plus. Hein, oui. Et le butt pump, ah ouais, c'est où? Ouais, mais je pense que le butt fumble a beaucoup plus poursuivi Mark Sanchez dans son existence que le butt punt ne poursuivra son auteur. Oui, d'ailleurs, on ne se souvient pas de l'auteur. En fait, c'est l'an passé. Les Dolphins. C'est les Dolphins, tout à fait. Tout à fait. Bon, allez, cet aparté étant terminé, on va continuer. Les gars, vous êtes plus course de running back ou réception de receveur? Qui commence? Je commence. Vas-y. Malgré mon passé assez lourd en la matière, la course. Une fois de plus, moi j'ai grandi avec le football des années 90 quand les running backs étaient rois. Et le jeu de course, le jeu au sol. Bon sang, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est rude. Une course off tackle qui évolue, voire des pulls des linemen, tous les mouvements de la ligne. C'est tellement beau à voir un jeu au sol. Donc, moi, je suis très, très, très fan du jeu au sol. Ok. Arthur? Moi, forcément, en tant que fan, on va dire récent de NFL, ça va être le jeu à la passe, les receveurs. C'est ce qui me fait adorer un match offensivement et tout. Même si forcément des courses de running back, pardon, c'est assez incroyable quand même. Mais enfin, je regarde des matchs pour du Ja'Marr Chase, pour du Justin Jefferson, pour du CeeDee Lamb, pour du tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après, c'est compliqué à expliquer pourquoi je préfère le jeu à la passe plutôt que le jeu au sol, mais ouais. Ok. Notre ami Blitz qui blitz de tous les côtés. J'aime bien les deux. Je vais pas faire comme Sébastien, je vais choisir. Hein, mais j'aime bien les deux. En tout cas, jeune insolent. Quand c'est de la course, toujours dans mes idées du blitz, j'aime bien quand c'est du Jim Harbaugh, quand ça baisse les épaules, ça met la tête la première et ça fonce dedans. Quand c'est en puissance, quand c'est du disons que je suis plus d'Eric Henry que Ekeler. On va dire ça comme ça. Ok. Après, en fait, moi, ce que je préfère quand même les passes. Pourquoi? Parce que je trouve que elles font des plus grosses différences.
souvent, en tout cas, il y a plus de quarterbacks qui vont réussir à faire une différence avec une passe que ce que va y avoir de running backs qui vont faire une différence avec une course. Souvent, une course, ça va être, alors, sauf dans des cas particuliers, mais souvent, ça va être des gains, on va dire, de 5 yards, de 5 à 10 yards dans la moyenne, grosso modo. Des passes, on peut remonter tout le terrain, on peut marquer un touchdown en 30 secondes. Il y a des gens qui l'ont fait au Super Bowl. Donc, c'est. Ouais, dis-moi. Alors, attention, tu vois, là, une course, c'est 5 yards, ouais, et donc 2 courses, c'est un first down. Oui, pendant que j'ai fait mes 2 courses, il y a 45 secondes qui se sont écoulées, voilà, et en face, ils n'ont pas touché le ballon. Et ça va être très compliqué pour eux de marquer s'ils n'ont pas la balle. Donc, je suis non, c'est vrai, mais encore une fois, tout à l'heure, je disais que je préférais l'attaque parce que c'était plus spectaculaire. Typiquement, les petites passes avec le poignet cassé de Patrick Mahomes en mode baseball, j'aime beaucoup quand ça court et quand ça cogne, mais les petites passes comme ça me fait trop sauter de mon canapé pour préférer la course plutôt que la passe. Après, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un aussi bon quarterback dans sa franchise. Mais en tout cas, comme je suis bien loti, je préfère la passe. Ok. Et c'est marrant, tu vois, j'aurais cru que quelqu'un à ce moment-là allait parler d'un certain quarterback de la côte Est, mais les réflexes se perdent. Bah, moi, je me suis senti visé en tout de suite. Bon, comment ça? Non, mais tu sais qu'en plus, tout ça, Yannick. Mais en plus, c'est pas forcément toi, parce que avant qu'il y ait Brock Purdy, les Niners. Ils avaient Trey Lance. Ouais. Non, on avait un Jimmy Garoppolo en parfait état de fonctionnement. Regarde, on l'envoie à Las Vegas. En 3 mois, il nous le casse. Voilà. C'est devenu Jimmy Garoppolo. C'est plus Garoppolo. Voilà, c'est devenu Jimmy Garoppolo. Voilà, c'est. Ouais. Oui. Et il y a juste une chose, c'est que vous n'avez pas parlé des quarterbacks qui peuvent aussi courir maintenant, parce qu'on a toute une nouvelle génération. C'est vrai. On a parlé la semaine dernière de Michael Vick, qui a lancé une certaine mode avec des quarterbacks beaucoup plus mobiles et qui n'hésitent pas maintenant à faire des courses et qui, eux, pour le coup, font souvent plus que 5 yards et ils vont même aller chercher les first downs. Alors, c'est quelque chose qui a pas mal évolué. En fait, c'est des armes. C'est une véritable arme, un quarterback qui peut courir, mais il faut savoir l'exploiter. Vick a été l'exception. Il y avait eu Randall Cunningham aussi, mais qui était là vraiment une exception à l'époque, dans les années 90, en quarterback coureur. Mais en dehors de Vick et un petit peu après, j'ai eu l'impression que pendant plusieurs années, les coordinateurs offensifs n'ont pas su comment exploiter pendant un certain temps ce profil de joueur. Il y a eu toute une période assez étrange au début des années 2000 où on nous disait que la formation Wildcat, ça allait être l'avenir de la NFL. C'est-à-dire qu'en fait, on disait que le passé du college football allait être l'avenir de la NFL. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Depuis quelques temps, et l'exemple de Lamar Jackson, il est très parlant. On pourrait parler aussi de Colin Kaepernick pour parler d'une très brillante franchise de la côte ouest. C'est quelque chose qui est enfin utilisé, à mon avis, à bon escient. Mais en revanche, ça transforme ta philosophie de jeu. Si tu as un quarterback de ce type, c'est contre-productif d'en faire un quarterback classique de poche. Et c'est peut-être le problème qu'ont rencontré les Bears avec Justin Fields. Donc, quand tu as ce profil de joueur, en fait, le véritable point pour moi focal, c'est de savoir l'utiliser, savoir le développer. C'est-à-dire à la fois savoir exploiter ses qualités, parce que c'est ça en fait, c'est utiliser ses qualités athlétiques, mais également, tout en les utilisant, faire en sorte qu'il arrive à se fondre dans le jeu NFL qui est quand même très standardisé, beaucoup plus qu'en college notamment. Il faut savoir que en college, un quarterback qui pendant ses 4 années de fac ne prendrait jamais un snap aux fesses d'un centre, ça n'a rien de choquant. Hein. C'est tout à fait normal dans certaines formations de jouer uniquement en shotgun ou en wildcat ou en trips ou en wishbone, etc. Donc il y a une marche qui est peut-être un petit peu compliquée quand ces joueurs sont en college, c'est-à-dire
un paradigme dans lequel ils sont depuis plusieurs années, dont il peut leur être difficile de sortir quand ils arrivent en NFL. Mais c'est aussi à la NFL et aux coordinateurs offensifs de réussir à faire une synthèse de tout ça, d'exploiter leurs talents, mais aussi d'en faire des passeurs, j'allais dire classiques, non, des passeurs moins classiques que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, c'est-à-dire le QB classique pendant très longtemps en NFL, il mesurait quasiment 2 mètres, ça faisait 3 pas ou 5 pas dans sa poche et ça lançait devant lui, point. Ok. Arthur ? Oui. À toi ? Bonjour Arthur. Bonjour. Il manque que la réponse de Yaya. Hein ? Il manque que ta réponse, Yaya. Moi, je suis plus. Fais un choix. ne fais pas l'indécis. En fait, le ball control est tellement une arme absolue que le jeu de running back est tellement importante que pour moi là-dessus c'est même. Enfin, voilà, je vois le côté des receveurs. J'adore les receveurs. Mais pour moi, ça restera toujours le running back first est toujours là. Et le jeu de running back, effectivement, comme Seb, moi j'ai commencé avec le football dans les années 80-90 et c'était d'abord du jeu au sol et ensuite de la passe avec beaucoup de conservation de balles. Donc c'était plus ça. C'est vraiment un choc générationnel. Ouais, mais totalement. Mais après, c'est l'évolution du jeu aussi. Ouais. Attention, c'est pas. Moi, je suis pas du tout en train de dire c'était mieux avant. D'ailleurs, des clubs qui s'appuient sur leur jeu au sol, oui, il y en a encore et il y en a pour qui ça marche très bien. Baltimore, San Francisco, etc. Tout ça, c'est 2 clubs pour les 2 exemples qui me viennent en tête. Ils s'appuient énormément sur leur jeu au sol et ça leur réussit très bien. Non. Philadelphie moi, aussi. Et je pense que oui, exactement. Philadelphie également. Dans mon propos et je pense également dans celui d'Yannick que le but c'est pas de dire ouais, le football c'était mieux à dingue. Non, c'est pas le but. Non, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bon allez, on continue. On est à peu près à la moitié de l'émission. Il m'en reste encore quelques-uns. Toi, t'étais créatif, dis donc. Ouais, mais écoute, tu vois, j'ai plein de trucs et j'en aurai encore d'autres après. T'inquiète pas. Moi, je pense qu'il va y en avoir des un peu plus épicés là quand même, parce que pour l'instant, c'est relativement. Oui, j'ai voulu. Non, mais l'encourage pas, Jean, l'encourage pas. Si. C'est pas de quoi il est capable. Vous êtes plus touchback ou retour? Mais retour, évidemment, retour. Moi, je me lamente depuis des années qu'il y a plus de retour de kick-off. Évidemment, retour. C'est tellement chouette à voir. Et puis même tout le travail qu'il y a des non-porteurs de balles sur la mise en place des blocs. Tout le travail qui est fait de l'autre côté sur l'équipe qui a kické avec les Gunners, le containment, etc. C'est tellement chouette, les retours de coups de pied. Comment on peut être en touchback ? Qui va défendre le touchback là, dans cette assemblée là ? Je vous attends. Arthur, c'est ton moment. Pourquoi ça tombe sur Arthur ? Bien je peux pas croire que quelqu'un va dire je préfère les touchbacks. Je peux pas le croire. Non, jamais de la vie. Bien évidemment, les retours, ça fait vibrer des fois. Enfin, même généralement, c'est mieux des retours que de voir le ballon tomber. Ah oui, complètement. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, juste pour embêter Seb, je veux dire que je pourrais touchback. Parce que ça offre plus de sécurité. Je ne crois pas ce que tu dis, je le vois là dans ton regard. Tu ne crois pas ce que tu dis, tu cherches les arguments là. Ça offre plus de sécurité. Et puis, des fois, les retours, ils ne dépassent même pas les 20 yards. Donc, en fin de compte, le touchback, ça nous fait plus progresser sur le retour. Là, attention, je veux dire, c'est un relanceur qui prend la balle au milieu de son embut. Pour qu'il retourne, faut quand même. Alors, soit il a une consigne très claire, ou faut quand même sacrément avoir la foi en ses coéquipiers. Donc oui, quelqu'un qui prend une balle au fond de son embut au milieu, je comprends qu'il mette le genou au sol. C'est même la façon logique de le faire. Mais tu prends ta balle devant l'embut ou dans tes 5 yards, tu pointes, tu relances, quoi. Tu cherches pas, ou même juste au pied de ton embut, là, à l'intérieur, tu relances. Non, mais évidemment que les retours, c'est bien mieux et bien plus spectaculaire. Et je pense que c'est... la NFL s'est rendu compte qu'il y avait moins de retours aussi qu'avant.
Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont adopté le nouveau kick-off. Et je pense que Seb sera ravi de ce nouveau format, comme nous tous d'ailleurs. Et puis, on le voit bien pour ceux qui regardent les Musketeers, c'est que les retours. Alors, pour l'instant, il ne me semble pas qu'on ait de retours entre guillemets gagnants, qui soient allés jusqu'à un touchback. Mais ça crée effectivement une émulsion dans le stade et même devant la télé, pour ceux qui regardent devant la télé. Ça crée une émulsion de se dire, bah voilà, peut-être qu'on va gagner comme ça, peut-être que ça va nous offrir des highlights spectaculaires qu'on va avoir sur Twitter, qu'on va avoir à droite à gauche. Donc, évidemment que les retours sont bien plus spectaculaires. Et dès qu'il y en a un, ça fait grand bruit. La NFL le met sur tous ses réseaux 4-5 fois, avec plusieurs angles différents. Donc, même eux, ils préfèrent ça, à mon avis. Ok, ça marche. Bon, vous avez tout dit, hein, rien de mieux. Vous avez totalement résumé ce que je pensais. Allez, messieurs, vous êtes plus 4e tentative et courte ou punt? Oh, tu me titilles là. Old school ou new school? Allez, un 4e down, c'est un down quand même, hein. Donc, allez, ça se joue cette affaire. Ah, voilà, on va faire, on va infuser un peu de la philosophie de Dan Campbell là, dans ce podcast. 4e down, tu le joues. C'est, enfin, quand tu joues un 4e down, je pense que là aussi, tu vois, tu envoies un message à l'équipe adverse, et le message c'est on va rien lâcher. On va rien vous lâcher et on va se battre comme des chiens pour gratter le moindre yard, le moindre pouce de terrain pour remporter notre first down. Allez, moi je trouve que jouer un 4e down, ça manque quand même pas de panache, ça se joue. Ok. Arthur? Ouais, le jouer, surtout si c'est 4e et court, parce que si c'est 4e et vide, bon, bof quoi, mais 4e et 1, tu le joues. Non, c'est pas poli. Tu oses. Et oui, comme a dit Seb, de toute façon, ça envoie un message à l'adversaire, parce que quand tu puntes pas, forcément, il y a un problème pour. Ils se disent, il y a un problème et tout, et oui. Ok, on n'a pas très bien compris, mais je vois. Jean? Non, même 4e et 8, on l'attente. Hein, sur un ballon un peu, ça peut passer. Alors, évidemment que si on est dans ses propres 20 yards, ça demeure du suicide, mais sans risque, il n'y a pas de triomphe. Donc, si on ne prend pas des risques à un moment donné, plus il y a de risques, plus la victoire est belle. Donc, non, franchement, la 4e tentative, je trouve qu'il n'y a pas assez de coachs qui l'attendent. Après, c'est comme les touchbacks, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut enlever un peu sa fierté de ouais, je veux tous les défoncer et jouer un peu plus avec le cerveau. Mais pour le spectacle, la 4e, c'est mieux quand même. Et effectivement, ça envoie un message. Après, la 4e, il faut la réussir. C'est quand même un risque, il faut la réussir. Voilà, exactement. Tu vois, tu disais, il n'y a pas assez de coachs qui la jouent. Le souci, c'est que s'il la joue et que ça marche, tout le public va se dire oh, c'est génial. S'il la joue et que ça leur claconne, tout le public va dire non, mais il est complètement idiot. Fallait punter. Voilà. Donc, c'est aussi le. Mais ça fait partie, une fois de plus, je parlais de panache, ça fait aussi partie du truc. Et un coach qui les fait jouer, ça aussi amène son équipe. Ça veut dire qu'il a confiance en son équipe en disant ouais, moi je sais les gars que vous allez y aller, quoi. Oui, tout à fait. C'est aussi un message à son effectif, bien sûr. Donc, si je résume, Jean, si tu es coach, c'est blitz à toutes les actions et si on c'est joue en 4e, on joue les 4e. Non, mais c'est un blitz à toutes les actions non plus, parce qu'au bout d'un moment, je vais me prendre une screen et je vais me faire remonter tout le terrain. Mais non. Ah tiens, on devient raisonnable. non, mais c'est sûr que quitte à choisir, je préfère un blitz. Oui. Il y en a qui en fait font un blitz de temps en temps. Toi, c'est quand tu blitzes pas que c'est l'action. Voilà, c'est une action différente. Ah, ok. C'est ça. Ok, très bien. Écoutez, ouais, moi je suis assez d'accord avec vous pour la quatrième tentative. Je pense que quand on est dans sa zone défensive, oui, mais à partir d'une certaine distance
et que le field goal n'est pas atteignable, la quatrième est courte. Ça se joue, quoi. Et puis surtout, ça donne du rythme à l'attaque. Et quand on a confiance en son attaque, après, c'est sûr que si on a, ça dépend aussi de l'équipe qu'on a et de la dynamique du match, mais des fois, ça peut complètement changer le momentum, le fameux momentum. Donc, je suis d'accord avec vous. Allez, un peu dans le même registre. Vous préférez la transformation à 1 point ou la conversion à 2 points? Arthur. C'est dur parce que d'un côté, il y a le panache et d'un côté, il y a la sécurité. Mais bon, allez, on va prendre le panache, la conversion à 2 points, parce que c'est. Là aussi, tu montres que tu oses. Ça dépend du moment du match, mais généralement, quand tu le fais, c'est que tu oses et que tu as envie de montrer aussi un message à ton adversaire. Et il suffit d'une petite course ou d'une petite passe et tu as 2 points. Enfin, ça double tes points bonus. Ok. Jean? Moi, autant je suis agressif, autant pour le coup, je suis conversion à 1 point. Parce que franchement, les conversions à 2, parce que autant la 4e tentative, si tu l'atteins et qu'elle passe, c'est donc un risque. Si tu atteins et qu'elle passe, tu gardes le ballon, tu as encore 4 tentatives. Là, au bout d'un moment, à force de jouer tout le temps le +2, tu te retrouves et en fait, tu peux perdre un match comme ça. Tu peux perdre un match parce que juste l'équipe en face a juste été plus smart, a fait que des conversions à 1 point. Et en fin de compte, tu te retrouves avec 5 points de retard et c'est mort. Donc, non, moi, pour le coup, conversion à 1 point, on prend la sécurité. Souvent, en plus, ils sont réussis. Donc, sécurité, ça prime pour moi sur l'agressivité dans ce cas précis. Ok. Seb? J'aurais tendance à préférer la conversion à 2 points. Alors, je suis sensible aux arguments de Jean sur la sécurité et sur le fait qu'effectivement, ta conversion à 2 points, si tu la loupes, tu repars avec 0 points, du coup. Donc, plus exactement, avec 6 points au lieu de 7 ou 8. Mais moi, l'argument qui me touche sur ce point de débat, c'est que la conversion à 2 points, ça a toujours... Alors, je mets des guillemets à toujours, parce que je n'ai pas vraiment de repère historique, existait en college et que ça a mis beaucoup de temps à arriver en NFL. C'est relativement récent, la conversion à 2 points. C'est les années 90. C'est ça, ouais, c'est dans les années 90. Et moi, je m'étais, jusqu'à ça, je m'étais toujours demandé pourquoi la NFL n'adoptait pas cette règle, alors que ça peut aussi être un autre point de bascule lors de matchs serrés. Donc, juste pour ça, moi, j'ai tendance à être conversion à 2 points, mais je dois néanmoins avouer que en début de match, si mon club préféré marque un touchdown, je préfère voir rentrer le kicker, si tu veux, pour quand même assurer à minima, et on va voir comment les choses se décantent. Okay. Je suis assez d'accord, en fait. Moi, j'ai en tête, alors vous allez vous moquer de moi, mais la saison des Giants, pas cette année-là, la saison d'avant, où à la fin du premier match, il y a -1, soit on fait rentrer le kicker, soit on tente la conversion à 2 points, et Brian Daboll, premier match qu'il coach, fait la conversion à 2 points et va gagner du côté des Titans. Et du coup, la saison switch complètement et s'enclenche et va vers une saison de play-off. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que ça peut te faire gagner des matchs. Alors, je suis d'accord avec toi, Seb, c'est surtout en fin de match qu'on l'utilise. Si on est en retard, si on a moins de touchdowns, parce qu'on a plus de field goal, parce que on peut partir là-dessus. C'est une arme plutôt intéressante. Après, moi, juste d'un point de vue plus expérience du spectateur, la 4e tentative, elle me procure des émotions. La conversion à 2 points, personnellement, elle me fait pas sauter du canapé, elle me fait pas. Même si elle fait gagner, en fait. Même si elle fait gagner le match à ton équipe, alors imagine, t'arrives, t'es à -1. T'as -7, tu marques un touchdown, -6, si elle marque la conversion à 2 points, ça gagne.
Bah, Tu veux pas te si la dire que tu vas pas connexion, te elle lever. est à deux. Oui, mais si elle gagne, c'est la fête du slip. Mais si elle marche pas, ma télé, elle est dehors. Donc, des fois, je préfère aller en prolongation, franchement. Me dire, Ah bon, oui. on va mettre un stade défensif, on a confiance en la défense, petit touchdown derrière, plutôt que des fois vouloir prendre trop de risques, on se brûle et. Ok. Et Ah oui, c'est toi qui. franchement, avec les Chiefs, t'as pas de souci à te faire, parce que s'il y a un point d'écart et qu'il doit faire une conversion à 2 points, il y aura une réception controversée de Rashee Rice où tout le stade verra sur les 50 angles de caméra que la balle touche le sol, mais ce sera accordé. Donc c'est par les arbitres. Donc t'as pas trop de souci à te faire, quoi. T'inquiète, Ouais, mais. ça va bien se passer. Ouais, mais on a un bon kicker, donc. Ouais, Alors, qui est un féministe convaincu. moi, j'avais une question pour toi, Jean. Vu que toi, tu regardes devant ta télé et qu'elle peut avoir tendance à voler ta télé, est-ce que tu es du genre à prendre ton ventilateur pour essayer, quand tu regardes le match, pour essayer de dévier le ballon comme nos amis américains? Non, non, mais par contre, quand il y a une passe incomplète, je fais les mêmes gestes que les joueurs sur le terrain. Je dis qu'on ne croyait à rien, il n'y a pas d'interférence, le down il est à nous. Non, mais je prends pas le ventilateur, j'en suis pas. Peut-être que je souffle avec ma bouche des fois, mais le ventilateur ça fait beaucoup. Tu fais Et en ça. plus, comme la saison elle est en automne puis en hiver, bah, souvent chez moi, il est plus froid que chaud. Donc, me rajouter un ventilo, c'est pas toujours, d'un point de vue confort, la meilleure chose à faire. Ok. Peut-être pour les Moustiquaires, mais pas pour la NF en tout cas. Ok, allez, on continue. Il nous reste encore deux et pas des moindres. Les gars, vous préférez qu'est-ce que vous préférez? Un stiff arm ou une réception à une main? Bon. Steve Arm. J'ai dit que je préférais le jeu au sol. Je peux un Steve Arm. Steve Arm d'ailleurs qui est. C'est fait par des receveurs aussi. Hein. Il y a des receveurs qui mettent voilà. des stiff arms Mais, de l'espace. Steve Arm d'ailleurs qui est. On parlait de receiver tout à l'heure, qui est habilement traduit dans les sous-titres par bras raide. Je voulais féliciter les personnes qui avaient sous-titré ce documentaire de Netflix qui m'étonnent vraiment à Oui. chaque épisode. Je tenais à le dire. Donc ouais, Steve Arm, c'est ce qu'on appelle en rugby, on appellerait ça un raffut. Mais ouais, c'est tellement parce que ça fait partie aussi du défi physique. Après, oui, la réception à une main, c'est chouette. On va quand même pas se mentir, que ce soit en extension ou pas, hein, d'ailleurs. Ça reste une démonstration d'adresse peu commune et toujours incroyable. Mais le Steve Arm, enfin, messieurs, Derrick Henry qui fait bouffer le gazon à un safety en lui appuyant sur le casque et qui lui fait brouter ses lacets, c'est quand même quelque chose, non? Ouais, j'avoue. Arthur, toi aussi, c'est ce que tu vas dire? Ouais, la réception à une main. Pour l'entertainment devant la télé, on vibre énormément une réception à une main. On se dit, mais comment il a fait pour attraper ça? En plus, souvent, une réception à une main, ça veut dire gros gain. Parce qu'il ne va pas les faire à 2 yards de son quarterback, sinon c'est pas ouf. Mais le stiff arm, c'est bien, mais la réception à une main, c'est plus impressionnant, je trouve. Bah, C'est une take. Oh, ça dépend, hein, parce que quand Derrick Henry il fait valser la défense adverse, oui, mais des fois Derrick c'est pas Henry, toujours ce qui passe. Hein. c'est 1 sur 32. Ça dépend si on Ouais, préfère ouais. les démonstrations de force ou les démonstrations d'adresse. Voilà, c'est une question de style. Ouais. C'est vrai. Ok. Toi, Jean? Moi, je suis plus Steve Arm. Pourquoi? Parce que je trouve ça humiliant. Parce que t'es un bourrin. Exactement. Je bute sur tous les jeux. En fait, Je joue les quatrièmes down. non, mais parce qu'en fait, une passe, oui, c'est spectaculaire. Et j'en ai plusieurs en tête. Des réceptions à une main, Justin Jefferson, OBJ, OBJ. George Pickens. Ouais. J'en ai plusieurs. Mais le Steve Arm, en fait, quand le mec de ton équipe, il en met un et que l'autre, il bouffe le sol, mais c'est tellement humiliant et ça me fait tellement plaisir que franchement, un Steve Arm, si demain mon équipe elle se prend un Steve Arm, franchement, j'ai mal au cœur. Je suis blessé, je suis abattu. Alors que si elle en met un, je dirais pas que c'est comme un touchdown, mais je sais pas. Pour moi,
encore plus haut que l'entertainment, il y a l'humiliation. Et franchement, même moi, à titre personnel, et pourtant je fais du soccer, hein, si je peux humilier mon vis-à-vis, si je peux humilier mon adversaire, franchement, sans bravo les aucune, valeurs du sport. sans aucune honte, sans aucune honte, je vais le faire. Franchement. Je crois que tu as été à l'école du dodgeball, je pense. Non, mais c'est mon côté ancien qui jeune, mais avec des valeurs d'ancien. Voilà. Ok. Seb m'a convaincu, et toi aussi, Jean, tu m'as convaincu, le Steve Farm. Yes. Autant, la réception à une main est tellement magnifique, c'est de l'adresse pure. Et j'ai envie de dire, ils sont tous hyper adroits, mais en termes de puissance, c'est vraiment la démonstration de puissance. C'est celui qui est le plus puissant qui met sur le Steve Arm. Donc, on va aller là-dessus. Allez, une dernière pour la route. Est-ce qu'il y a un Daniel Jones qui traîne ou pas? Hein? Est-ce qu'il y a un Daniel Jones qui traîne quelque part dans un dilemme? Parce que moi, j'attends, j'ai toujours pas eu. Hein. Alors, non, il y en a Écoute, pas. Moi, j'ai posé une question sur le Discord ce matin. Personne ne m'a répondu à ce sujet. Bon. Non, moi, j'en ai une. Vous êtes plus rivalité AFC Nord ou rivalité NFC Est? Arthur, on va commencer par Arthur, le représentant de l'AFC Nord. Mais l'AFC Nord, c'est la jungle. Alors, c'est la jungle parce qu'il y a les Bengals, c'est ça, mais alors attends, il y a les Browns aussi. Je te rassure, il y a les Browns. Donc, non, mais c'est littéralement la jungle. Il serait prêt à se tuer s'il le pouvait. C'est un truc de ouf. Et en plus, le niveau est élevé. Oui, développe. Si, c'est pas les Giants de la NFL. Bon, bref, c'est balle perdue. Non, mais c'est vraiment. Oui, j'ai vu, ouais. Quand on voit les highlights des trucs les plus bourrins, c'est dans l'AFC Nord que ça se passe. C'est des Steelers Browns, c'est des Ravens Steelers, enfin, c'est vraiment tout. Ils sont prêts à se. On est d'accord qu'on aime le football américain pour le jeu et tout, mais aussi parce qu'il y a un côté bourrin. Et dans le côté bourrin, il y a l'AFC Nord. Et ils sont prêts à se tuer. Alors, bourrin, c'est pas le terme que j'utiliserais, mais le plus. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Jean. Moi, je vais plutôt pencher sur de l'autre côté parce que avec les Cowboys, les Giants, les Eagles, les Commanders et maintenant les Commanders qui, ouais, mais parce que jusqu'à présent, cette année, c'est les Giants qu'on va un peu oublier, mais non, mais en tout cas, je trouve ça beaucoup parce que en fait déjà il y a plus de niveaux. Dans le sens où, ok, de l'autre côté, il y a les Bengals, mais les Steelers, c'est pas non plus la grosse équipe de la division. Les Browns, c'était assez compliqué ces derniers temps. Et la dernière, c'est les Ravens. Les Ravens, ils marchent sur tout le monde. En fin de compte, on connaît déjà le classement avant le début de la saison. Tandis que là, on ne sait pas qui sera premier entre les Eagles et les Cowboys. Je pense que les Commanders peuvent jouer les troubles-fêtes aussi. Alors, je pense que ça sera peut-être un petit. Pour moi, ils vont peut-être aller en playoff, mais ça sera de peu. En tout cas, c'est ou de peu ils y vont pas, ou de peu ils y vont, même si c'est pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi, ça reste mon avis. Et non, mais du coup, plus pour ça, parce que en plus, quand il faut expliquer pourquoi Dallas sont dans la même division que Philadelphie et Washington, je sais pas si vous pouvez expliquer. Parce que géographiquement, on est bien loin, mais bouge pas, j'arrive. Hold my beer. Mais non, mais rien que pour les noms, je suis pas très au fait, je dois l'avouer, des rivalités, mais comme c'est des grosses franchises historiques et j'ai plus vu en plus de matchs dans cette division-là que dans l'autre, mon choix va naturellement par là-bas, mais je suis sûr que Yaya comme Seb, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Donc, vas-y, mon Seb, lance-toi. Pour moi, la question n'est pas facile à trancher. D'un côté, on a l'AFC Nord avec ce style de jeu particulièrement rugueux,
qui n'appartient qu'à elle, qui est tout de même une division qui a sorti 3 équipes de son sein, quoi, sur les 4 pour les playoffs de la saison passée. C'est quand même pas rien. C'est des équipes à chaque fois qu'il faut prendre, en particulier à domicile, parce que ça, je vais reprendre l'exemple de Cleveland que donnait Jean. C'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était pas super foufou dans leur saison, mais chez eux, faut aller les chercher. À chaque fois, c'est l'enfer pour l'équipe adverse. Donc cette division, elle est très compétitive en son sein, elle est très compétitive à l'extérieur également, en particulier avec Baltimore, et elle a un style de jeu qui n'appartient qu'à elle. Mais du côté de la NFC Est, il y a un point sur lequel aucune autre division ne peut rivaliser, c'est l'historique. Parce que toutes les équipes qui sont dedans, elles ont été titrées. Et même les années où la division est pas très bonne, même les années où elle ne sort que son champion pour les playoffs, même les années où les équipes sont un peu médiocres en dehors de la division, la division en son sein, la NFC Est, elle est toujours super compétitive. Et les matchs de NFC Est, moi, j'ai toujours un œil sur les résultats lors des matchs à l'intérieur de la poule, parce que je sais qu'il y a un potentiel pour que toutes ces équipes se battent vraiment comme des chiens chaque week-end pour sortir en tête de la division. Donc j'aurais tendance à pencher du côté de la NFC Est pour le côté historique, parce que je souhaite que du côté de la FC Nord, cette espèce d'hyper-compétitivité entre eux se pérennise, parce qu'elle n'a pas toujours existé. Il y a quand même eu des années, voire des décennies, où Cleveland était sacrément à la ramasse et où clairement il faisait le quatrième. Et c'est dommage pour eux, là, ça remonte et tant mieux. Donc Cincinnati, c'est arrivé aussi qu'il y ait des années qui étaient quand même pas fifou à suivre. Donc j'attends que toutes ces rivalités, du moins cette hyper compétitivité au sein de la FC Nord, elle se pérennise un petit peu. Pour le moment, moi, mon cœur de fan, il va vers les rivalités de la NFC Est. Ouais. Je suis assez d'accord. Alors, Yannick, je te demande pas ton avis, je le connais. Oui, alors tu as dit un des aspects qui était pour moi le plus important, c'est effectivement c'est la seule division où tout le monde a été titré au moins une fois. Donc il restait que les Eagles. Ben ça y est, ils ont eu leur titre. Alors pourquoi Jean, il y a Dallas est dans cette division? C'est pour une raison très simple, c'est une question de rivalité, de vendre des places et c'est la division qui est la plus suivie, effectivement. Pourquoi? Parce que il y a toujours eu très peu de marge entre les équipes et des rivalités qui sont énormes. Giants, Cowboys, c'est énorme. Giants, Eagles, c'est énorme. Giants, Washington, pareil. Et que dire du côté des Cowboys? C'est pareil. Tout le monde les déteste, l'America's Team dans la division. Donc Philadelphie avec ses fans qui sont affreux, qui sont détestés par le pays entier tellement ils sont bas du front. Voilà, donc voilà. Pour moi, cette division, elle est marquée de. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes sur Twitter. On va avoir des problèmes. Non, mais en fait. Comment on va créer du trafic au moins? On va parler de nous, ce sera bien. Non, mais pour une fois, en fait, la fanbase de Philadelphie est reconnue pour ça. Aux États-Unis, je parle, et que c'est parmi les pires fans, les moins sportifs, les moins fair-play. Donc voilà, c'est ce qui se dit. Je ne fais que relayer, même si je suis fan, je ne relaye que ce qui est dit. Mais à côté de ça, c'est aussi la réception d'Eli Manning. C'est aussi la réception de OBJ sur une passe d'Eli Manning. Eli Manning, qui a pour l'ouverture de l'AT&T Center, va gagner le match et écrit que c'est lui qui a gagné le premier match de saison régulière là-bas. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que y a des histoires qui sont. C'est Paul Barclay qui est parti aux Eagles aussi cet été.
Ouais, ça on verra plus tard. Mais j'ai hâte qu'ils mettent un petit touchdown au MetLife et en fait, ça va dépendre le ballon comme ça. S'il fait ça, je pense. Il nous fait un AVC. Hein. Ouais, je pense, et je voudrais mieux pas pour lui qu'il le fasse, parce que franchement, ça risque. Parce que là, on verra déjà avec le Hard Knocks comment ça se passe. On a vu deux, trois choses. Pardon. Son départ a été particulier. Ouais, excusez-moi. On a perdu. Ouais, tu vois, regarde, rien que d'y penser là, ça le tout de suite, il en fait une quinte de tout le pot. Vraiment, les gars, c'est quoi qui mélange comme ça les MetLife. Les soirs de Eagles Giants et de Giants Eagles, s'il vous plaît, si l'un d'entre vous peut garder un œil sur Yaya et prendre de ses nouvelles à intervalles réguliers, en particulier si Saquon Barkley marque au MetLife Stadium, vous me rendriez service parce que il faut se mettre en live sur Twitch là, pour prendre des nouvelles de Yaya. Oui. Bon, après, je lui souhaite pas de mal, mais s'il lui arrive la même chose qu'à Aaron Rodgers, hein. La curse. La guigne. Oh là là, non, alors là, moi, je cautionne pas. Moi non plus. Mais j'ai dit que je ne le souhaitais pas, mais. Oui, mais bon. On sait non, mais c'est bon. Vous avez l'esprit mal placé, hein. Vous avez vraiment l'esprit. Moi, c'est pas mon genre. Non, on te connaît. On te connaît, nuance. Et James Bradbury a bien un ancien des Giants a bien fait exprès de faire une interférence de passe. Hein, donc, on sait jamais. Est-ce qu'il joue encore pour les Giants quand il l'a fait? Non, il joue à Philadelphie. Et voilà. Voilà, il a fait son travail. Donc, voilà. Si Saquon il marque au MetLife Stadium, il fera son job et puis c'est tout. Oui, exactement. Ou il fera un fumble juste avant la end zone et sera retourné pour un touchdown pour que les Niners aillent au Super Bowl une année de plus. Moi, je mise plus sur un stiff arm, moi, personnellement. Connaissant le bonhomme, je mise plus sur un stiff arm que sur un fumble. Mais... Ouais. Non, mais ouais. Juste une petite chose, je voulais quand même parler de l'AFC Nord, qui eux ont vraiment une vraie culture de la ligne défensive avec des gros sackers de tous les côtés. Donc c'est plus là-dessus c'est intéressant à suivre. Allez messieurs, il est temps pour nous de conclure après 1 heure. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez pris autant de plaisir à nous écouter dans nos délires que nous à faire cette émission. N'hésitez pas à aller nous dire ce que vous pensez donc sur les réseaux sociaux, et également sur toutes les plateformes et le Discord communautaire. Messieurs, Arthur, Jean, Seb, merci de votre présence. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire cette émission. Et puis, on se dit à très vite. Allez, ciao. Ciao, bye. Ciao.